La guerre, ce n'est pas beau. Et j'ai dit que le président Paul Kagame effectivement marqué l'histoire de son pays, l'histoire du monde aussi. Et puisque après la tragédie qui a été connue dans ce pays en 1994, il a pu replacer ce pays, ce peuple au niveau le plus élevé de sa cohésion interne, au niveau le plus élevé de la capacité de reconstruction, au niveau le plus élevé de la relation avec les autres peuples d'Afrique et du monde, et à replacer ce pays à un niveau de notoriété et admirable. Et c'est ce qui permet au Rwanda et au Congo de relancer la coopération dont nos ministres venaient de parler. Et en ce qui me concerne, je pense que, je l'ai dit au président Paul Kagame aussi, nous devons rester très regardants et obtenir que tous nos collaborateurs à tous les niveaux travaillent d'arrache-pied pour que l'on aille vers le concret et vers les résultats. Que la coopération ne devienne plus seulement cette espèce de rituel qui passe de commission mixte en commission mixte, de signature d'accord en signature d'accord qui après sont classés dans les tiroirs des ministères. Et on ira au résultat. Je dois aussi dire que le président Kagame, son peuple, son gouvernement ont pris une part active aux efforts de rétablissement de la paix et de la sécurité en Afrique. Et sous l'égide de l'Union africaine, des communautés sous-régionales, la communauté d'Afrique centrale, la communauté des États de l'Est, et parfois directement dans les rapports bilatéraux avec les États. Je dois dire que en 2006 et 2007, lorsque j'étais président en exercice de l'Union africaine et qu'il y avait le grand défi sécuritaire à relever dans le Darfour, et nous avons fait appel au chef d'État d'Afrique pour l'envoi des troupes au Darfour sous l'égide des Nations Unies. Et c'est des milliers de soldats rwandais que nous avons retrouvés au Darfour. Et deuxième exemple, j'étais médiateur dans la crise de la République centrafricaine. À cette occasion-là, nous avons vu arriver en Centrafrique
des troupes rwandaises. Il y avait aussi des troupes congolaises, burundaises et d'autres États sous l'égide des Nations Unies. Mais au-delà, en République centrafricaine, il y a eu des accords bilatéraux entre la République centrafricaine et le Rwanda qui ont vu le Rwanda envoyer de nouvelles troupes en Centrafrique, cette fois dans le cadre d'un accord bilatéral. Nous avons suivi la situation difficile au Mozambique. Ce n'est déjà plus l'Afrique centrale, ce n'est déjà plus la communauté des États de l'Est, mais c'est déjà la SADC. Et nous avons vu, je crois que ces troupes sont encore là-bas. Je cite ces exemples, je sais qu'il y en a d'autres. Les troupes rwandaises ont volé au secours du gouvernement et du peuple de Mozambique pour tenter de rétablir la paix et la sécurité au Mozambique, et je crois que les résultats ont été nettement observés. Et donc, tout à l'heure, on a parlé de la ZLECAf. Oui. Je pense que la ZLECAf ne peut connaître son essor véritable et que si il y a la paix en Afrique, que s'il y a la libre circulation des personnes et des biens, la ZLECAf ne peut pas fonctionner si les personnes ne peuvent pas circuler en Afrique. Sinon, qu'est-ce qui pourrait se produire? Qu'on amène les produits et on les laisse à la frontière et les personnes ne peuvent pas aller dans l'autre pays. Et c'est quand même, ce serait un commerce curieux. Hein? Les marchandises, on les laisserait aux frontières, puisque les personnes ne peuvent pas librement circuler dans les pays. Et comment pourrait se développer un tel commerce? Il y a déjà la libre circulation des personnes, des biens. Et pour que cette circulation des personnes et des biens soit possible, et il faut qu'il y ait des infrastructures de communication. Les produits ne vont pas circuler sans les routes, sans les chemins de fer, sans les bateaux sur les fleuves ou les mers. Ce n'est pas possible. Et il y a aussi les télécommunications. C'est une arme redoutable aujourd'hui, les télécommunications. Chacun peut acheter sa marchandise dans un autre pays étant dans son salon. Si ces infrastructures n'existent pas, et en Afrique, je crois que ce sont malheureusement ces infrastructures qui manquent en Afrique. Et aussi la volonté d'obtenir qu'il y ait la paix en Afrique et la volonté d'obtenir qu'il y ait libre circulation des personnes allant d'un pays à un autre. Hier, je rappelais dans mes interventions le fait qu'ici même, à Kigali, c'est le président Kagame et le président Idriss Déby, paix à son âme, qui ont initié ce projet fabuleux de l'institution
d'un passeport panafricain. Le passeport panafricain. Ce n'était pas une clause de style, c'était le message lancé à l'Afrique pour que les Africains circulent en Afrique et se sentent en Afrique comme chez eux. Et le président Kagame nous avait brandi son passeport ici même. Il m'a dit hier soir qu'il avait encore lui son passeport. Le président Idriss Déby, paix à son âme, avait aussi brandi son passeport ici à Kigali. Et je pense que son passeport est bien gardé à N'Djamena. Moi-même, j'ai passé toutes les procédures. J'ai posé les empreintes, on m'a photographié, toute la procédure. Ici, hier, j'ai demandé au président Kagame de me donner mon passeport. It went to your address. Et donc, c'est cela, et l'Afrique. Bon, je pense que il faut manger bouchée par bouchée. La première bouchée, c'est d'abord la nôtre, celle qui nous réunit maintenant, la coopération entre le Rwanda et le Congo. Bon, qu'on mange cette bouchée-là et que ce soit un exemple. Il faut que ce soit exemplaire. Et je pense que tous nos collaborateurs nous aideront à atteindre ce but. Et je me réjouis donc d'être ici à Kigali. Je suis venu plusieurs fois. Plusieurs fois déjà. Je suis venu plusieurs fois ici au Rwanda. Je reviendrai sans aucun doute. Et comme le président Kagame l'a dit, nous allons encourager la libre circulation des Congolais au Rwanda, des Rwandais au Congo, et tout mettre en œuvre pour que ce petit maillon de la construction de l'Afrique, qu'il prenne réellement son envol. Merci, mon frère Paul, d'avoir organisé cette visite magnifique. Merci beaucoup. Merci.